Ok, à quoi pensez-vous quand je vous dis chevalier du Moyen-Âge occidental? Une armure, d'accord. Une épée, d'accord. Oui, bon, un cheval, d'accord. Ouvrez vos chakras un peu. C'est ça, vous pensez forcément au bouclier, aussi appelé écu, qui caractérise certainement ce combattant dans l'imaginaire collectif. Pourtant, quand je vous parle de samouraï, vous avez en tête cette armure caractéristique et surtout le fameux katana, arme emblématique de la pop culture, voire même le cheval, mais ce n'est pas nécessairement le bouclier qui vous viendra en tête. Pourtant, l'histoire militaire de l'humanité a montré à de très nombreuses reprises la toute-puissance du bouclier sur les champs de bataille, avec les formations romaines, pour ne citer qu'elles, qui fonctionnaient comme un véritable rouleau compresseur extrêmement bien organisé, une sorte d'équivalent au tank pour l'époque. Une comparaison qui fonctionne particulièrement bien lorsque l'on se souvient qu'une rangée bien organisée de boucliers fonctionnait comme un mur impénétrable. Par exemple, pour les phalanges macédoniennes, laisser tomber son bouclier ou l'abandonner était considéré comme l'une des plus grandes lâchetés que l'on puisse imaginer sur un champ de bataille, étant donné qu'une seule faille pouvait mettre en danger toute la formation. La question étant alors, est-ce que les samouraïs utilisaient des boucliers? On a bien la présence du bouclier en carapace de tortue utilisé à Okinawa, appelé Tinbei, mais étant donné qu'Okinawa était très loin de faire partie du Japon à cette époque, cette exception ne va vraiment pas nous convenir. À vrai dire, il y a de nombreuses raisons qui peuvent faire que les combattants japonais, tout au long de leur histoire, n'aient pas utilisé de bouclier. La première étant que la majorité des armes utilisées sur le champ de bataille étaient des armes à deux mains, à commencer par la lance et l'arc, et même de nombreuses autres. Pour ce qui est du katana, qui n'est encore qu'une arme très secondaire en période de guerre et qui n'est sortie de son fourreau que lorsque le combattant n'a plus rien d'autre pour se battre, c'est bien sûr une arme lourde qui se manie à deux mains. Et oui, j'ai bien dit lourde pour le katana, puisqu'un katana peut peser jusqu'à 1,4 kg sans le fourreau. Et surtout, il n'avait pas de pommeau pour contrebalancer et réajuster le poids de la lame vers la garde. Tout le poids se situe alors au milieu de la lame, ce qui augmente encore cette impression de lourdeur. Contre à peine 800 ou 700 grammes pour un sabre de cavalerie occidentale, soit presque moitié moins. Autant dire que pour toutes ces armes, il était préférable d'utiliser ses deux mains pour bien les manier. Bien qu'on a parlé surtout du katana, c'était l'arc qui était le plus utilisé sur les champs de bataille, et il devient même sacré dès l'époque Nara, puisque selon le Kojiki, le tir à l'arc jouait un rôle très important lors des cérémonies solennelles à la cour du Japon, présent d'ailleurs aussi dans les cérémonies religieuses Shinto par la suite, puisque l'archer devient point de rencontre du ciel et de la terre. C'est dire l'importance de cette arme en combat pour qu'elle finisse par être divinisée de la sorte. Le gros problème de l'arc, c'est qu'une fois au corps à corps, vous ne faites plus grand chose et vous ne pouvez pas vraiment bouger avec, vous n'êtes pas très mobile. C'est pour ça que les samouraïs n'étaient pas seulement de très bons archers, mais étaient surtout de très bons cavaliers. On parle alors de voie de l'arc et du cheval, Kyuba no Michi, avec le kanji de l'arc et celui du cheval. Ce qui fait aussi que perdre une main pour un bouclier serait préjudiciable pour la bonne tenue du cheval, et évidemment aussi pour utiliser son arc. Alors que faire quand on ne peut pas tenir le bouclier? Eh bien on va le porter directement sur soi, au travers des armures. Voici une armure de type Oyoroi. Cette armure datant de l'ère Heian sera l'armure par excellence des combattants durant la période japonaise que l'on pourrait vaguement qualifier de haut Moyen-Âge, c'est-à-dire le début du Moyen-Âge. Cette armure a été spécifiquement faite pour les archers montés à cheval, dont la disposition des pièces a été optimisée pour le tir à l'arc, mais aussi pour sa défense contre les flèches, avec notamment ces grands ensembles de plaques de métal attachées entre elles sur les épaules, les osode. C'était un petit peu comme avoir deux boucliers attachés aux épaules, des épaules que l'on pouvait d'ailleurs mettre en avant lors d'une charge pour se protéger et rentrer la tête pour se cacher derrière comme un véritable bouclier. Et pour l'arrière, les samouraïs portaient dans le dos de la soie accrochée sur une armature en bois, le tout se gonflant d'air lorsqu'ils avançaient à cheval. C'est le holo, une sorte de airbag destiné à arrêter les flèches, au moins tout autant que pour montrer le statut social d'importance de son porteur. Avec autant de protection, on commence un peu mieux à comprendre pourquoi il n'était pas forcément nécessaire de s'occuper une main pour ajouter une protection en plus. Une protection jugée très tôt comme inutile par les guerriers japonais. Laissez-moi vous expliquer.
On aurait pu croire que le Japon, étant donné que c'est un archipel très insulaire et loin du continent, aurait été relativement épargné par la culture étrangère et au début de son histoire. Or, c'est totalement l'inverse, hein, et le Japon a été abreuvé de culture coréenne et surtout chinoise, important alors de nombreuses choses autant sur le plan social, architectural, religieux que évidemment militaire. Les Chinois et les Coréens connaissaient déjà les peuples nomades d'Asie centrale qu'ils avaient eu l'occasion de combattre à trop nombreuses reprises. Ces peuples d'Asie centrale qui deviendront les Mongols par la suite. Les combattre avec des stratégies qui se rapprochaient d'ailleurs assez souvent de celles européennes, avec de grosses formations, très peu mobiles, à base de piques le plus souvent. Sauf que face au style de combat de ces guerriers nomades, qui se battaient avec la stratégie de l'harcèlement, en comptant notamment sur ces archers montés très mobiles, ils ne pouvaient pas faire grand chose, hein. Vous pouvez pas beaucoup avancer, eux ils vous tirent dessus, et puis s'enfuient à cheval dès que vous arrivez trop proche, ça devient un petit peu compliqué de combattre. Les Chinois et les Coréens ont dû s'adapter et changer leur tactique sur le champ de bataille en imitant leur mobilité. Ils ont alors importé au Japon, via les échanges naturels, cette idée que la supériorité à la guerre venait de l'archerie montée. Nul doute que cela a grandement inspiré ce proto-peuple japonais qui s'appelait encore le peuple Yamato. Un autre indice qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi le bouclier était le grand absent des champs de bataille, c'est que jusqu'au début de l'ère Muromachi, les combats ne se faisaient qu'entre nobles, entre samouraïs, donc en petits groupes, et on était alors encore loin des grandes formations de conscrits que l'on pouvait voir un siècle et demi plus tard durant l'ère Sengoku. Mais parlons de cette ère Sengoku, justement. L'ère Sengoku est une période de guerre civile, particulièrement intense dans l'archipel japonais, où les seigneurs locaux, les daimyo, ne cessent d'entretenir des rivalités et de se battre pour conquérir le type suprême de shogun. Des conflits qui prennent des proportions tellement grandes que les samouraïs, les guerriers de la classe noble, ne suffisent plus sur les champs de bataille et où les ashigaru, littéralement pieds légers, viennent à être enrôlés dans ces guerres. Des ashigaru qui étaient, comme je vous le disais, des conscrits, pour la plupart des paysans. Leur équipement était très inégal, hein, et d'un ashigaru à l'autre, ils pouvaient être à peine équipés ou quasiment aussi bien équipés qu'un samouraï. Quoi qu'il en soit, ils avaient tous leur arme principale, le yari. Une sorte de longue lance qui permettait de faire des phalanges et de se battre en formation. On aurait alors pu croire que le bouclier avait un rôle à jouer. Mais non. Déjà car ils avaient besoin, encore une fois, de leurs deux mains pour manier cette longue lance. Mais surtout car l'ère Sengoku se déroule aux alentours du XVIe siècle, et cela faisait déjà un moment que les armes à feu étaient déjà au cœur des conflits japonais, et les maigres boucliers en bois ne pouvaient plus faire grand chose contre cette puissance de feu. Il aurait fallu grandement les renforcer pour ça, ce qui aurait donné un défi logistique et économique très difficile à surmonter pour équiper tout le monde. Je vous rappelle que les ashigaru peinaient déjà à avoir un équipement correct de base. C'est pour toutes ces raisons que le bouclier n'a pas été utilisé durant l'histoire japonaise. Bon, j'avoue j'ai menti. Évidemment que le bouclier a été utilisé au Japon, et on trouve de nombreux exemples de ces derniers tout au long de l'histoire militaire de l'archipel. À commencer par le peuple Yamato, dont on a parlé tout à l'heure, de l'ère Yayoi. Aux alentours du IIIe siècle, on parle d'un bouclier portatif se portant à une main que l'on appelle tetate, ou bouclier à main. On n'a presque pas de témoignages de ces boucliers, puisque les Japonais étaient encore à la proto-histoire. C'est-à-dire que ce n'était pas eux qui donnaient les témoignages écrits sur leur peuple, mais un voisin, à l'époque, les Chinois. Des boucliers qui semblent être surtout utilisés avec une arme à une main à côté. Mais comme je vous le disais, l'influence chinoise et coréenne feront que ce style de combat tombera en désuétude au profit d'une noblesse guerrière montée à cheval, bien plus efficace. Mais arrêtons d'essayer d'esquiver l'éléphant au milieu de la pièce, hein. C'est dès l'ère Heian que l'on aura les débuts de l'utilisation des tate par l'armée impériale. Tate veut dire littéralement bouclier en japonais. On parle alors non pas d'un écu ou d'un bouclier à une main, mais d'une sorte de grand pavois que l'on ne porte pas, mais que l'on pose directement au sol pour pouvoir se protéger derrière. Le plus souvent, fait en bois, il possède même un bout en bois en arrière pour le maintenir solidement en place. Mais on pourrait tout de même se demander si on n'est pas sur du mur portatif plutôt que sur du bouclier à ce stade-là. D'autant que ces tate pouvaient se coller entre eux pour former une véritable petite muraille en bois à déployer facilement sur un champ de bataille. A noter que les hésitations les plus massives auront tout de même été par les attaquants des châteaux assiégés pour se protéger des projectiles tirés depuis les fortifications adverses. Bien plus tard, de nombreuses déclinaisons, qui restent un peu dans la même idée, seront faites, notamment avec ces rouleaux de bambou coupé.
On oublie trop souvent à quel point le bambou est incroyablement solide. Et avec ce genre d'idée, l'on peut facilement ériger de véritables fortifications pour les archers ou les fusiliers, voire même de véritables petits tanks, dès qu'on y ajoute quelques roulettes et des bras pour pousser. On retrouve même sur cette peinture un autre exemple de mode défensif, à savoir de la paille que l'on vient mouiller et étendre devant les tâtés afin de grandement faire perdre en puissance les balles et les flèches avant qu'ils ne touchent le tâté. Mais ce que nous recherchons, nous, ce sont de véritables boucliers portatifs à une seule main qu'auraient pu porter les samouraïs. Et ça aussi, ça a existé. On a par exemple une technique de combat de l'école d'arts martiaux Yagyu Shingan Ryu qui nous dit qu'il serait possible de retirer le casque en métal Jingasa de sa tête pour s'en servir de bouclier. Une technique relativement dangereuse tout de même si cela met votre tête à nu. Ou alors sur cette illustration dont je n'ai pas vraiment réussi à trouver d'équivalent, un samouraï brandissant un tout petit bouclier, certainement à usage unique, pour se protéger d'un coup de feu direct. Mais encore une fois, impossible de se battre avec ça, avec notre arme qui est censée se manier à deux mains. Ce n'est que durant l'ère Edo, juste avant la période industrielle, que l'on verra apparaître un début de solution avec ces boucliers qui permettaient d'être tenus en même temps que le katana afin de pouvoir simplement protéger le poignet et de se battre avec son arme à deux mains. On a pu voir dans cette vidéo que de nombreuses raisons ont pu justifier la trop grande absence de bouclier dans l'histoire japonaise, et que c'était très loin d'être dû à une incompétence martiale, au déshonneur de se cacher derrière un bout de bois ou de l'incompréhension de l'utilité de l'arme. Et que d'ailleurs, les boucliers ont effectivement été utilisés sous différentes formes, parfois même plus créatives que chez de nombreux autres peuples. C'est simplement que les techniques de combat, de stratégie et les occasions faisaient qu'il était difficile d'implémenter le bouclier avec autant d'importance qu'il avait pu en avoir en Occident. Chaque équipement militaire, chaque arme étant un outil plus ou moins utile en fonction de la situation, et c'est dans toute son originalité et sa complexité que l'on pourra vraiment apprendre à aimer et connaître ces guerriers si uniques.